Bienvenue à la Fondation Opale. On est ravis d'accueillir John Armleder dans ce projet tripartite avec, comme vous le savez, la Biennale de Crans-Montana, dont John est un participant, mais aussi la Fondation Opale, bien évidemment, où une de ses œuvres figure, c'est une œuvre miroir en réponse à une œuvre d'art aborigène. Et tout ça sous l'égide de Suisse Med Culture qui invite ce soir. Donc, excellente soirée, et je passe la parole à François Barras. Voilà. Merci Gauthier, bienvenue. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir John Armleder. J'imagine que vous le connaissez tous, ou au moins vous avez tous entendu parler de lui. C'est un artiste suisse, mais dont la réputation est internationale dans l'art contemporain. Un artiste genevois. Comme jeune homme, il a vraiment fait énormément pour faire connaître l'art contemporain à Genève, en créant le groupe Fluxus, en créant une galerie d'art, en invitant des artistes aussi connus que Goebbels ou que Andy Warhol. Et ensuite, il a lui-même créé, alors c'est à la fois de la sculpture, c'est à la fois de la peinture, c'est à la fois des installations, c'est un artiste qu'on peut nommer polyforme, et en particulier il y a ces fameux furniture sculptures, connus mondialement. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est le thème de notre rencontre. J'aimerais simplement remercier la Fondation Opale de son accueil. Comme vous le savez, chaque été et chaque hiver, on a une rencontre qui a lieu ici à la Fondation Opale. Et j'aimerais aussi remercier la Biennale de Crans-Montana, Sandra Burrus, Catherine Bélan pour leur partenariat. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Catherine qui va vous dire 2 mots sur la Biennale. Bonne soirée. Merci. Bonjour, d'abord merci d'être aussi présents ce soir, aussi nombreux plutôt. Pour la Biennale de Crans-Montana a pour ambition de faire de Crans, des rues de Crans, un musée à ciel ouvert. C'est la 3e édition 2023 et la 3e édition. Et nous nous rendons compte que petit à petit, Crans-Montana devient un pôle culturel qui devient de plus en plus important dans les Alpes suisses. Et nous en sommes contents quand nous quittons le Valais, nous rencontrons ça à Genève, etc. Parmi les ambitions, nous avons une volonté pédagogique puisque nous recevons chaque année les enfants, les étudiants et leurs professeurs. Et ensuite, tous les 2 ans, nous essayons aussi d'acquérir ou de faire acquérir, la dernière fois c'était la Biennale ainsi que les communes, de faire acquérir une œuvre qui reste en permanence dans les routes de Crans. Nous avons Pablo Reynoso, Marie Orenzans, et nous ne désespérons pas pour la Biennale de 2023. Voilà, je ne veux pas être trop lente et je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous. Je remercie la Biennale, je remercie la Fondation Opale de me donner la possibilité d'être avec vous ce soir et d'être avec vous, John Armleder. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de dialoguer avec vous. Nous avons préparé cette rencontre. J'ai eu la chance de pouvoir venir vous voir dans votre studio à Genève. Et donc, on va essayer de continuer ce soir ce dialogue. On va commencer ce dialogue par une phrase que les gens citent souvent, c'est « un ange passe ». Pour vous, c'est un archange qui est passé lorsque vous étiez enfant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, il était un peu statique malgré tout, mais moi aussi parce que j'avais 3 ans et j'étais à Florence, il y a un petit immeuble qui était un couvent en quelque sorte où Fra Angelico était et avec d'autres personnes. Et dans tous les cellules de ce couvent, il y a des petites peintures de différents artistes, dont Fra Angelico. À côté, il y a un petit musée consacré à Fra Angelico. Et j'ai donc 3 ans, hein, c'est quand même assez jeune pour être exposé à ce genre de choses. Et il y a une peinture faite par Fra Angelico de l'archange Gabriel qui vient faire l'annonciation du Christ. Comme c'est un archange, il a une aile comme un ange. Et l'aile est totalement polychrome. Et ce que je sais, c'est que tout à coup, c'est devenu flou, parce que je pleurais. J'avais 3 ans, hein, tout de même.
Et c'était certainement mon épiphanie au niveau de l'art. Mais j'ai dit toujours aussi qu'en même temps, ça m'a ruiné la visite des Giotto quelques jours plus tard, parce que Giotto, c'est quand même idéal pour les enfants, c'est presque comme une bande dessinée ou quelque chose comme ça. Mais j'avais déjà fait mon moment avec Fra Angelico. Et c'est vraiment, je pense que la première épiphanie au niveau de l'art, parce que ma mère nous amenait dans beaucoup de musées, d'endroits comme ça, et elle avait une chose qui était formidable, c'est qu'elle n'était pas du tout dirigiste. Elle nous perdait dans les musées, nous laissait voir les choses, sans du tout nous dire, il faut voir ça avant ceci, ça c'est plus important que ça. Elle n'avait aucune idée qu'il fallait imposer une forme de hiérarchie, ce qui arrive quand même assez souvent dans les visites des lieux culturels. Alors, futur artiste précoce, puisqu'à 3 ans, vous avez votre première émotion artistique, vous en avez eu une autre lorsque vous aviez 12 ans, avec un autre artiste. Alors oui, en fait, il y en a un entre deux quand j'ai 8 ans, en fait, parce qu'avec ma mère, nous amène aux États-Unis. Ma mère était américaine, elle est née en Europe, elle a vécu en Europe, mais elle avait une idée totalement idéalisée de ce qu'étaient les États-Unis. Et là, nous parlons de 56. La différence entre les États-Unis et l'Europe est très très notoire. Il y avait l'idée du modernisme physique, architectural, des objets, du design, qui était vraiment visible, et c'est une chose qu'on a vue avec mon frère qui avait 3 ans de plus que moi. On a été aux États-Unis, on est arrivé à Newport News, qui est la Virginie du Sud. On est allé dans un cargo qui était vide. Ma mère a été malade pendant les 3 semaines de voyage parce que le bateau penchait dans tous les sens. Moi, j'ai adoré. Et on arrive. À l'époque, on se plaint aujourd'hui que les problèmes, les formules douanières prennent beaucoup de temps. Là, on a pris au moins 1 jour, sinon 2 jours pour sortir du bateau. On devait se faire injecter des médicaments et toutes sortes de choses. Donc, quand on sort de ce bateau, finalement, on voit les États-Unis avec une aile moderniste que nous, on ne connaissait pas en Europe. On n'avait jamais vu un supermarché de notre vie. On n'avait jamais vu un Coca-Cola dans une coupe en carton avec du crushed ice. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de fascinant. Mais tout à coup, je vois un bus avec écrit « No Negroes ». Et je dis à mamie, mais c'est quoi ça? Elle était dans le déni absolu. Elle a dit « Oh, bah, c'est juste une étiquette, ça ne veut rien dire ». C'est 56, donc vous vous rendez compte, c'est avant Martin Luther King, etc. À Newport News, c'est la Virginie du Sud, c'était totalement raciste. Donc ma mère, elle avait le chic, ou l'inconscience de regarder le bon côté des choses dans tout. Et on en a énormément profité, c'est vrai. Et alors la deuxième épiphanie avant la troisième, c'est donc en 56, on fait un voyage de Newport News, donc Virginie du Sud jusqu'à Boston, mais avant on s'arrête à New York et on va dans le musée d'art moderne qui était beaucoup plus petit que ce que c'est aujourd'hui. Mais néanmoins, elle nous laisse partir dans le musée, puis elle me perd, tout à coup elle revient. Et je suis hypnotisé par un tableau. Et je dis, mamie, elle me dit, pourquoi tu regardes ce tableau? J'ai dit, mamie, ça c'est de l'art moderne, c'est ce que je veux faire plus tard. Elle dit, ah, mais pourquoi? Et c'était le carré blanc sur fond blanc de Malevich. Donc, c'était quand même un chemin entre l'aile polychrome d'Archange Gabriel avec Malevich. Et je pense que c'est vrai qu'à cet âge-là, je savais que c'est ce que j'allais vouloir faire plus tard. À tel point d'ailleurs que la troisième épiphanie vient celle où j'ai 12 ans, mais qui est construite différemment. C'est-à-dire que j'allais beaucoup au concert. À Genève, on a la chance d'avoir vu les plus grands concertistes du monde tout le temps. J'allais à Montreux au festival de musique classique aussi. Mais j'ai toujours été trop paresseux pour apprendre à jouer un instrument, même pour lire des partitions. Mais néanmoins, j'adorais ça. Et je dis à mon père, ma famille était dans l'hôtellerie, hein, et je dis à mon père, j'aimerais aller voir un concert en Allemagne. Il m'a dit, pourquoi l'Allemagne? En fait, ma famille, du côté de mon père, vient de l'Allemagne, mais je ne sais pas si ça a à voir avec ça. J'avais un choix entre 2 types de festivals. Le festival de Bayreuth, Wagner, et Donaueschingen, qui était la musique contemporaine. Le problème de Wagner, que je ne sais pas pourquoi j'aimais ça à cet âge-là, hein, j'ai 12 ans, c'est qu'il fallait se mettre dans des espèces de jeunesse musicale, quelque peu néo-nazie. On parle d'il y a longtemps, hein, quand même, ça a changé, Bayreuth, mais à l'époque, ce n'était pas le cas.
Et j'avais absolument aucune envie de m'inscrire dans cette espèce de scoutisme. Donc je suis allé à Donaueschingen, qui était un festival de musique contemporaine où il y avait les plus grands compositeurs de l'époque, comme Stockhausen, Kagel et d'autres. Et il y avait une conférence d'un compositeur américain qui s'appelait John Cage. Et moi j'avais donc 12 ans et je venais de lire ce qui venait de paraître, son livre qui s'appelle Silence, qui est un recueil des différentes conférences de John Cage, mais aussi c'était un grand amateur de champignons. Il est célèbre parce qu'il a fait un concours à la télévision italienne où il fallait identifier les champignons. Ça dure une année et il identifie absolument tous les champignons. Donc il reste, ça continue. Et puis après, chaque émission, il jouait une pièce de sa musique à lui. Il est célèbre pour avoir fait transformer un piano en piano préparé, qui devenait un instrument en quelque sorte de percussion. Il fait tout ça tout le temps. Et c'est vraiment très très drôle si vous avez l'occasion. Je pense que c'était ce qu'on appelait la raille encore. Ces émissions existent encore, on peut les voir encore. Enfin, toujours est-il, John Cage fait cette conférence un peu sérieuse, parce qu'il dit en Allemagne, il faut que je parle quand même sérieusement de la musique, etc. Et il dit, vous avez des questions? Puis je lève la main, comme à l'école. Puis je dis, mais pourquoi j'ai levé la main? Et il dit, yes. Et puis je dis, ah, mais votre livre vient de sortir, il y a toutes ces histoires très drôles de champignons, de maître zen, parce qu'il était proche de Suzuki et d'autres gens qui s'occupaient d'enseigner le zen japonais. Et c'est tellement drôle, c'est formidable. Il éclate de rire, et après, pendant une demi-heure, il raconte que des histoires où lui et moi on rit, tous les autres gens nous regardaient comme ça. Et après, il vient vers moi, donc j'ai 12 ans, hein. Il me dit, hey, pourquoi tu as posé cette question? J'ai dit, j'ai lu le livre qui vient de sortir, c'est comme il dit, ah, very good for you, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je dis, je vais être peintre. Puis pourquoi j'ai dit ça? Puis il dit, very good for you. Et donc là, j'ai 12 ans. Quand j'avais 18 ou 19 ans, j'étais à Cologne parce que John Cage était le musicien d'un chorégraphe qui s'appelle Merce Cunningham. Et il était à Cologne et j'étais là pour voir la chorégraphie de Merce et voir John. Et j'étais donc, rappelez-vous, hein, de 12 ans à 19 ans ou 18 ans, je ne l'avais jamais vu. Et j'avais aucun signe distinctif pour me reconnaître. Il me reconnaît dans la rue. Je n'ai jamais compris comment c'était possible. Dans une de ces rues typiques allemandes où on mange des saucisses. Et de loin derrière, il dit « Hey you !» Je me retourne et c'est John Cage. Je n'ai jamais su comment il m'a reconnu. Puis pire que ça, il me dit « You were in Donaueschingen. Tu étais à Donaueschingen, n'est-ce pas ?» Je dis « Oui, oui. Ah, ok. Tu es peintre maintenant ?» Alors j'ai plus le choix. Mais j'ai souvent vu John Cage, c'est quelqu'un qui est très inspirant. Si vous vous intéressez à ce genre de choses, je vous conseille de lire ses textes et sa musique est très importante. C'est fondamentalement quelque chose qui m'a inspiré, en fait. Alors, vous êtes peintre, vous avez des inspirations, mais vous êtes aussi un homme engagé lorsque vous aviez 18 ans. Et vous avez eu une expérience, vous allez nous en parler, je crois, où vous avez fait de la prison. Oui. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est simple, à l'époque, on n'avait pas le choix en Suisse. Et moi, j'étais engagé politiquement très jeune, d'ailleurs. Et j'ai toujours pensé que le service armé ne faisait que contribuer à l'existence des guerres. Je n'ai jamais cru à l'idée que l'armée suisse nous avait protégés des guerres mondiales, ce que je pense qui n'était pas le cas. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais j'ai toujours porté crédit au général Guisan, qui n'avait pas du tout les pensées politiques que je pouvais avoir, mais qui a été un génie pour la Suisse, parce qu'à un moment donné, les Allemands disaient on va passer à travers la Suisse pour aller en Italie, il n'y a pas de problème, en 3 jours, l'affaire est bouclée. Puis Guisan, il a pensé que c'était vrai en plus. Donc, tout le monde ne connaît pas vraiment ces histoires-là. Il a réuni, près du lac de Constance, un endroit qui après a appartenu à l'UBS où j'ai fait une exposition, mais ça n'a rien à voir. Il a réuni les Allemands en gros pour leur dire, écoutez, si vous envahissez la Suisse, vous perdez la Suisse, tandis que si vous gardez la Suisse, vous avez une plateforme de correspondance avec les alliés qui sont contre vous, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, et éventuellement les Français, mais ce n'était pas encore le cas. Et ça a sauvé la Suisse. Et à mon avis, la Suisse est un pays riche parce qu'elle a évité 2 guerres mondiales,
alors que tous les autres pays environnants ont été détruits et saccagés pendant les dernières guerres. Et donc ça, c'est déjà une idée qui est intéressante, parce que c'est un paradoxe. C'est quelqu'un qui probablement a toutes les pensées politiques contraires aux miennes, c'est-à-dire généralisant, mais qui permet à la Suisse d'éviter un carnage. Ceci dit, donc, quand j'ai 18 ans, je suis appelé pour faire mon service militaire. Pour le faire à l'époque, c'était 19 ans ou presque 20 ans. Et comme je ne croyais pas à cela, j'ai refusé de faire mon service militaire. Ce qui m'a permis d'avoir 3 procès militaires et finir pendant 7 mois dans une prison à Genève. Je pense qu'il y a 2 plateformes qui m'ont appris à peu près tout de la vie en général. La première, qui n'a vraiment rien à voir, c'est que j'ai fait de l'aviron très très jeune, et puis après j'étais membre d'une équipe d'aviron qui a fait des régates un peu partout en Europe. C'est à un haut niveau, on ramait 3 heures par jour pendant tous les jours, et on a fait des régates vraiment partout. Et c'est une chose qui est fascinante quand on est dans une équipe, parce que la première chose qu'on fait, moi j'étais au 4, donc je voyais les 3 rameurs qui étaient devant moi. Si la personne devant moi fait une fausse pelle, enfin un mauvais coup de rame, on a tendance à se dire, bah, il ne fait pas ça bien. Puis après on comprend que si nous on fait juste, il va faire juste aussi. Donc on devient un être collectif. Et vraiment, j'ai beaucoup appris en faisant de l'aviron dans une équipe, en supprimant le problème de l'identité, comment dire, qui porte sur les autres, mais en devenant en devenant l'autre, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui était très très important. Et l'autre chose, effectivement, c'est quand j'ai refusé de faire mon service militaire, que je suis arrivé dans une prison. C'était une vieille prison dans la vieille ville de Genève, où les gens devaient s'occuper de nous, mais en fait ils cherchaient plutôt à s'occuper des prisonniers qui avaient commis toutes sortes de crimes. Et puis ils se disaient, ah là, ces objecteurs, on va les mettre dans l'ancienne buanderie. C'était une prison qui était au milieu de la ville, et les fenêtres étaient obscurcies pour pas qu'on ait de contact avec les gens de l'extérieur. Sauf nous, en tant qu'objecteurs, on se disait, ouais, ben alors ça fait rien. Alors évidemment, après 3 jours, moi j'ai commencé à lancer des tracts par la fenêtre, et ça a créé de nouveau des problèmes, et on m'a mis dans une cellule avec des vrais prisonniers. Et là, j'ai appris que dans le fond, j'ai pas de solution, hein. Je pense pas qu'une prison est une bonne chose, mais je sais pas par quoi on peut la remplacer, sinon par des systèmes éducatifs et des moyens qu'on n'a pas peut-être. Toujours est-il que j'étais dans une cellule, les cellules c'était 4 prisonniers, et en général, dans une cellule, il y avait un chef, qui généralement était un assassin, moins dangereux prisonniers, et puis un esclave. Et toutes les cellules étaient comme ça. Moi, j'avais la place de l'esclave, mais ils savaient que j'étais un faux prisonnier, donc je n'ai pas vraiment subi le sort que j'aurais dû avoir, parce qu'ils se sont dit, de toute façon, on va être loin des hommes. Mais pour vous donner le schéma, c'était donc des petites cellules avec un seau au milieu de la chambre qui servait de latrine. Donc déjà, on devait, par rapport à nos éducations un peu coincées, on devait apprendre à faire ses besoins devant tout le monde. Et puis comme on était dans la position de l'esclave, et ça je l'étais quand même, il fallait nettoyer la cellule, il fallait se débarrasser de la latrine. Et si j'étais dans la position que j'aurais dû avoir, j'aurais aussi dû m'occuper sexuellement des 3 autres. Ce qui m'ont épargné, mais enfin... Donc c'est quand même, le système carcéral était absolument effrayant. Et il y a une autre chose qui était intéressante dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que 90% des gardiens sont des anciens prisonniers. Pourquoi? Parce que personne ne veut être gardien parce que c'est un mauvais salaire et on a à peu près le même horaire qu'un prisonnier. Et parmi ces gardiens, il y a à peu près 2 groupes qui se créent tout de suite. La moitié se souviennent, quand ils étaient prisonniers, que la vie était terrible, et ils sont super gentils, ils essaient de nous aider, et l'autre moitié se venge. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour rendre la vie impossible. Donc, vraiment, je pense qu'au niveau humain, mais aussi au niveau créatif, sans doute, les 2 choses qui m'ont appris le plus de choses, c'est de faire de l'aviron et d'aller en prison. Alors, vous avez fait de l'aviron, et vos amis sont non seulement devenus vos amis sportifs, sur le plan sportif, mais aussi dans votre carrière d'artiste. Vous avez
créé aussi un groupe, je crois. Oui, avec alors eux. au tout début, on faisait à peu près tout ensemble et moi j'étais très impressionné par les situationnistes et les gens comme ça. Et pendant que eux m'ont entraîné à faire l'aviron, moi je les ai entraînés à faire des happenings ou des choses un peu comme situationnistes qui se promenaient dans les rues, qui regardaient les toits, des choses comme ça. Après, je me suis intéressé à d'autres choses à travers John Cage ou la naissance du happening dans les années 50 aux États-Unis. Et j'ai essayé d'inviter les gens qui ont travaillé dans ce sens-là à nous envoyer des projets qu'on exécutait nous. Alors, on a commencé à faire ça quand on avait 12-13 ans. Hein. Et ça a continué. Et en 69, je me suis dit, et on faisait ça de manière entre guillemets discrète, c'est-à-dire on convoquait personne, on annonçait ça à personne. Et en 69, mon père me dit ah ben moi je vais partir en voyage, comme ça je verrai pas ce que tu fais, mais il y a deux caves que tu peux utiliser, tu peux faire ce que tu veux. Et je me suis dit ah, on va faire quelque chose de différent, c'est-à-dire on va faire une série de happenings ou de projets en invitant le public à participer. Donc c'est devenu, c'est 69, hein. Donc c'est un peu comme 68 à Paris, mais en Suisse, une année de décalage tout à fait naturel. Et effectivement, on est resté dans ces caves pendant 3 semaines à peu près, et chaque soir, on parlait avec les gens qui étaient venus sur un projet qu'on ferait avec eux le jour suivant. Ça, c'est écart. Et ça s'appelle écart pour différentes raisons, parce qu'effectivement, par rapport à notre activité précédente, elle devient publique, donc ça, c'est une forme d'écart. Et puis évidemment, dans le terme, il y a l'espacement, et puis il y a aussi, si on le lit à l'envers, le mot trace, et il y a le mot écart aussi. Donc ça, c'est 69, et on fait ces projets. Et après cela, j'ai dit, on va continuer d'une manière ou d'une autre à faire ce type de projet. On fait des projets de l'Inde, dans le Jura, mais en 72, 73 vraiment, je dispose de nouveau d'un autre espace derrière l'hôtel de ma famille qui n'était pas utilisé, et je me dis on va ouvrir une galerie. C'est la galerie Écart qu'on ouvre en 73 vraiment, en 72 officiellement, et on invite toutes sortes d'artistes. Et ce dont on se rend mal compte aujourd'hui, c'est que le monde est, je ne dis pas que les choses changent ni en mieux ni en moins bien d'ailleurs, mais il y a plus de tout. Et à l'époque, si je voyais quelqu'un comme Andy Warhol ou Joseph Beuys qui passait à Genève, je disais, est-ce qu'on peut faire un projet? Il disait oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Pour dire autrement, quand j'ai exposé à la Documenta ou dans la foire de Bâle, j'aurais pu dire ce que faisaient 90% des gens qui y exposaient. Aujourd'hui, 90% des gens, je ne les connais pas. C'est différent. C'est une autre plateforme. C'est pas moins bien, c'est pas mieux. Il y a une autre chose qui est typique dans le changement que je dirais de la plateforme d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une immédiateté qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Personnellement, à cause de mes contacts avec Cage ou avec un artiste, Ray Johnson, qui faisait du mail art, donc qui faisait des œuvres d'art par correspondance avec d'autres gens, et nous, on s'est beaucoup inspiré de ça, donc j'ai fait ça avec des amis, comme des amis qui habitaient en Australie, ou je sais pas. Pour faire un projet, ça prenait une année, entre la lettre qui devait arriver à Sydney, qui devait revenir à Genève, repartir à Sydney. Aujourd'hui, on pense le projet, il est déjà fait, parce que la communication est immédiate. Et ça, c'est quelque chose. Mais de nouveau, alors pour le dire autrement, je dis toujours cette phrase stupide, plus ça change, plus c'est la même chose. Et je pense que c'est vrai et pas vrai. Mais si on pense à une jeune fille dans l'Égypte antique qui va vivre entre 30 et 35 ans, elle le sait, enfin c'est normal d'ailleurs, pour eux, ils vont avoir exactement les mêmes aspirations qu'une jeune fille aujourd'hui qui risque de vivre 90 ans, par exemple. Et quelles sont l'idée première, c'est de ne pas être malade, de pouvoir manger, et peut-être d'avoir une vie romantique. Mais dans le fond, les gens ont exactement les mêmes aspirations aujourd'hui. Et ça se concentre sur un temps très court. Je sais bien qu'il y a beaucoup de pays où c'est encore sur un temps très court, et c'est ça ce qui est peut-être le plus choquant dans nos vies actuelles,
c'est qu'on s'occupe beaucoup dans nos pays favorisés de nos petits problèmes, alors que ailleurs, entre la guerre, la famine et le fait qu'on n'envoie pas des médicaments dont ils auraient besoin qu'on jette à la place, on est dans une situation qui est au moins aussi grave que celle qu'on a connue, à part qu'on oublie, parce que c'est aussi vrai que la pandémie qu'on a eue, on l'a vu comme quelque chose qui n'aurait jamais existé. Rien que ma génération, on a connu le sida, et moi j'ai connu plein d'amis qui sont morts à côté de moi avec le sida. Et puis nos parents ont connu la guerre mondiale, la dernière guerre mondiale, qui est le plus grand désastre humanitaire qu'il y ait jamais eu. Et en quelque sorte, on voit ça comme c'est des images d'Épinal. Il n'y a pas longtemps, ils ont remontré un film qu'on ne montrait pas avant, en Allemagne. Ce qui est très compliqué, cette situation. Les Allemands étaient dans une situation semi de déni. Et puis les Alliés se sont dit, il faut qu'on remonte ce qui s'est passé. Ils font défiler dans une rue, je crois que c'est Francfort, mais je ne suis pas sûr, les corps des gens d'à peu près 300 ou 400 personnes mortes dans un camp de concentration. Et on les voit défiler, et on voit les Allemands qui regardent ça en se bouchant le nez, plus ou moins. Et puis les Alliés ont un grand problème à ce moment-là. Ils se disent, si on arrête tous les gens qui sont coupables, ben, il ne reste plus personne en Allemagne, ou presque plus personne. Donc c'est important qu'ils sachent, mais c'est aussi important qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est un peu le plan Marshall et tout ça, il y a plein de paradoxes dans cette situation-là, mais c'est totalement fascinant. Et je pense que c'est aussi intéressant de voir comment, d'une certaine manière, on ignore les paradigmes d'autres populations. C'est le cas ici dans la Fondation Opale, on le voit bien, parce que dans le fond, les œuvres sont construites selon un certain nombre de données historiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres, mais qui produisent aussi quelque chose qu'on va mettre en regard avec notre compréhension du monde. Et je pense que l'exposition qui est en ce moment dans la Fondation est très parlante dans ses correspondances réelles ou pas réelles en différents objets. En effet, on peut voir une de vos œuvres. Si on essaye d'entrer pendant quelques secondes dans la tête de John Armleder. Lorsque... ce qui est fascinant lorsqu'on voit vos œuvres, c'est qu'on a l'impression que tout vous inspire. Vous me disiez l'autre jour, au fond, vous aimez bien le hasard aussi. On a l'impression que vos œuvres sont très construites et en même temps, vous laissez une place au hasard. J'ai envie de vous demander, lorsque vous voyez un objet, lorsque vous voyez une couleur, qu'est-ce qui vous inspire? À quel moment vous avez l'inspiration et vous vous dites, eh bien voilà, ça va être une œuvre pour moi. Comment ça se passe? Je ne sais pas vraiment. Et si je savais, je ferais sans doute plus rien, en fait. Je pense d'une certaine manière... Je pourrais dire deux choses. La première chose, c'est que j'ai toujours pensé que la première œuvre qu'on a faite, c'est celle qui devrait exister toute seule. Mais on s'en rend compte, quand on a fait la deuxième, c'est déjà trop tard. Donc, et moi, évidemment, ça commence ça très très tôt. Après, on peut tricher, c'est ce que John Cage m'a beaucoup appris avec les histoires du hasard, c'est qu'on peut se dire que, mais dans le fond, l'œuvre qu'on a faite, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, il n'y a pas une œuvre, mais il y a une boule à facettes, que j'ai d'ailleurs beaucoup utilisée dans mon travail, qui reflète les 1000 possibilités qui nous sont données. Mais je ne sais pas quels sont les déclencheurs. En fait, les déclencheurs, c'est... comment dire? Je suis un grand dormeur, donc quand je ne dors pas, je fais des choses. Mais quand je dors, je ne suis pas sûr que je fais grand-chose. Vous rêvez? Oui, mais alors, ce qui est intéressant, et ça, puisqu'en Suisse, en plus de ça, entre Jung, j'ai beaucoup à Genève d'ailleurs, et un peu Freud qui est venu nous voir, on se rend compte d'une chose, que les rêves sont des constructions dont on se rappelle après coup, mais qui ne correspondent pas du tout aux rêves qu'on a eus. Et à vrai dire, physiquement, ça c'est plutôt les Piaget et les autres qui l'ont découvert,
c'est qu'on se souvient des quelques dernières secondes avant de se réveiller d'un rêve. Tout le reste, en fait, ça n'existe pas. Mais les fonctions du rêve sont pas celles qu'on peut penser. Mais un avantage du rêve, que j'ai appris parce que j'ai eu des problèmes médicaux, et j'oublie les noms, j'oublie tout, en fait, etc., c'est qu'on se rend compte qu'au milieu de la nuit, on se réveille et on se rappelle du mot qu'on cherchait pendant toute la journée auparavant. Et ça m'arrive tout le temps. Et là, c'est dommage que je ne dormais pas avant, parce que je vous dirais des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, justement, lorsqu'on voit certaines de vos œuvres, on voit une guitare, par exemple. Alors, vous voyez une guitare, vous voyez un meuble, et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette guitare, et qu'est-ce que je vais en faire de cette guitare? Comment ça se passe? Je ne pense pas que je cherche une inspiration. Je pense que c'est simplement... C'est l'histoire un peu du chant et des objets trouvés, à vrai dire. Mais je pense que de mettre en jeu les choses, de mettre en scène les choses, ça permet de mieux les comprendre d'une certaine manière. Mais c'est relatif. Si on prend l'exemple que vous donniez des instruments de musique, que je mets parfois en rapport avec une toile, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que si on est à côté de 3 personnes ou 4 personnes, on verra que les 3 ou 4 personnes ont une lecture complètement différente. Il y a des gens qui disent « Ah, cette guitare, elle est associée au niveau des couleurs avec la peinture. » Et un autre qui dira « Ah, cette guitare, elle était faite comme ça, elle est intéressante parce que c'est une innovation technique. » Et une autre personne dira « Ah, mais c'est la guitare de tel un tel qui jouait avec cette... » Et dans le fond, on fait ça avec tout. C'est-à-dire que quand on regarde un paysage avec des fleurs, des soleils par exemple, ben, il y en a qui penseront à Van Gogh, mais d'autres ils penseront peut-être à l'huile de tournesol qu'ils vont utiliser pour leur salade. Et personne n'a tort, personne n'a raison en fait, parce que cet ensemble de choses est mis en jeu systématiquement. L'avantage de l'art, c'est qu'on le fait pour rien. Quand on annonce quelque chose dans un autre domaine, que ce soit politique ou économique, les conséquences sont immédiates et définies en quelque sorte. Elles sont dangereuses d'ailleurs. Dans l'art, c'est compliqué. En fait, en gros, ça ne sert à rien. Et on veut se persuader en tant qu'artiste, c'est sûr, mais aussi en tant qu'agitateur culturel, que ça a un sens, que c'est que c'est nécessaire. Et ce n'est pas totalement faux, parce qu'on se rend compte que c'est très très difficile de trouver ce qu'on appellera des cultures qui font abstraction de l'art d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on n'en connaît pour ainsi dire pas. Je cite toujours un exemple que j'aime beaucoup. Tout à coup, il y a un Hawaïen qui va aux États-Unis, qui fait un groupe de musique avec des musiciens américains, mais lui, il leur propose de faire de la slide guitar. Ça crée un groupe dit hawaïen. Et il y a la même chose d'ailleurs en Suisse, à Bâle, il y avait un orchestre hawaïen célèbre dans les années 30. Et ils reviennent après à Hawaï et ils retransforment ce qu'ils ont, eux, envoyé et transformé en Europe ou aux États-Unis. Et quand ça revient chez eux, ils le retransforment encore une fois. Et cet aller-retour est totalement fascinant. Je pense que, de nouveau, si on regarde les œuvres de la collection ici, il y a cette idée que les choses sont utilisées pour d'autres raisons et peuvent être exploitées avec une forme de réussite que personne, dans le fond, n'envisageait ou même ne cherchait, en fait. C'est ce que vous faites avec un meuble, par exemple, lorsque vous le transformez. Il y a cet aller et retour dans vos œuvres aussi? Oui, le fait, c'est un peu compliqué aussi si je prends le récit de l'histoire. La première fois que j'ai utilisé un meuble, c'était un meuble jeté de l'hôtel de ma famille, qui est une chaise capitonnée. Et je l'ai exposé à côté d'un dessin, et j'ai reproduit le même dessin sur le dossier de la chaise, qui était dans le fond comme une toile sur un châssis. Donc c'était une idée littéralement de prendre sculpturellement l'objet en tant que châssis de peinture. Ça, et c'est un meuble qui n'avait aucune signature, aucune définition stylistique.
puis j'ai continué à faire des choses un peu de ce style-là, jusqu'à ce qu'on me dise systématiquement, oui, mais toi, au moins, tu ne prends pas des meubles de grands designers. Alors évidemment, j'ai tout de suite pris des meubles de grands designers. Et il y a le panorama des meubles sans signature, des meubles qui sont des meubles recherchés plus que mon travail à moi, mais il y a des gens qui préfèrent d'ailleurs acheter des pièces de moi parce qu'il y a un meuble qui est intéressant qu'une peinture. Ça arrive. Et puis, ça arrive aussi que lorsqu'on vous achète une peinture, vous offrez un sofa. Alors ça, c'est une histoire qui est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que il arrive que les gens achètent une peinture et ils se disent où est-ce que je peux le mettre chez moi. Je cite ce cas. Prenons-le autrement. J'ai fait une exposition il y a des années au Centre culturel suisse de Paris avec un décorateur qui s'appelle Jacques Garcia, qui était très à la mode, il est encore à la mode, et que je ne connaissais pas du tout. Et j'avais toujours eu envie de faire une exposition en demandant à un décorateur de décorer l'espace, mais selon ses données à lui, ce serait une exposition de moi. Alors je rencontre Jacques Garcia, avec le directeur de l'époque du Centre culturel suisse, et aussi mon galeriste Andrea Carac, qui est à Saint-Maurice-et-Zurich. Et on va voir Jacques Garcia, que je ne connaissais pas, puis il me dit ouais, et puis il prend des notes, il regarde le schéma de la galerie. Tout d'un coup, il se tourne vers nous, il me dit oui, j'ai compris. En fait, vous voulez faire une exposition, vous n'avez pas l'argent pour la faire, et en plus de ça, c'est moi qui dois tout faire, et vous viendrez juste au vernissage. Je dis oui. Et il dit ah, bon, allez, on le fait. Alors, ce qui était déjà surprenant, parce qu'on pensait que c'était perdu. Mais après, il demande à mon galeriste, mais alors, je vais faire un appartement d'un collectionneur. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme tableau, etc. Non, en fait, d'abord, il me demande à moi quel tableau de moi j'allais mettre. Je dis non, mais il n'y a pas de tableau de moi, c'est vous qui faites le photo. Alors, Andrea Carac, mon galeriste, dit ouais, mais je peux vous avoir des Picasso, des Picabia, des Dubuffet, en fait, ce que vous. Puis non, ça ne va pas du tout. Et le hasard, quand un grand photographe décède, et il a toute la collection, et il dit ça c'est exactement ce qu'il nous faut pour la. Donc il faut faire ça. Et effectivement, il y a ces photographies, et j'arrive au vernissage, je crois que j'avais une exposition à New York, donc je reviens, et je viens juste pour l'ouverture. Et comme prévu, je rencontre juste des gens dans la rue qui me disent « Ah, malheureusement, l'exposition a été annulée, il y a un appartement à la place. » Je dis « Je crois qu'il faut quand même retourner. » Et puis je vais dans cet appartement et c'était incroyable. Il avait vraiment fait une chose remarquable. Il y avait une salle à manger, un salon, une chambre à coucher, tout ça. Mais il y avait aussi une fausse cheminée, et au-dessus de cette fausse cheminée, une peinture de moi. Alors je dis à Jacques Garcia, mais en fait, on avait dit pas de peinture de moi. Il dit, oui, non, mais il y a un problème, c'est que j'ai rencontré ces amis qui ont une peinture de vous, ils ne savent pas où la mettre dans leur appartement. Alors je me suis dit, si je le mets au-dessus ils pourront le mettre au-dessus de leur cheminée. Et c'était exactement ce qui est arrivé. Et l'histoire du divan, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent de temps en temps, et si on met le tableau au-dessus du divan, est-ce que ça va? Et moi je dis, ben, je peux aussi vous fournir le divan avec. Alors, vous allez organiser très prochainement une exposition à Milan. D'abord, vous souhaitiez la faire au mois de février, maintenant c'est au mois de mars. Vous avez prévu les divans avec aussi? Il y aura des meubles, il y aura beaucoup de peintures, et il n'y a pas besoin de beaucoup de divans, parce que la galerie de Massimo De Carlo, qui est dessinée par un architecte pré-fasciste, qui s'appelle Portaluppi, qui est devenu fasciste d'ailleurs, mais enfin, elle est extrêmement... Enfin, c'est un étage où il y avait, je pense, plusieurs appartements, donc c'est la seule galerie de ma vie où j'expose, où il y a 4 ou 5 salles de bain, tous magnifiquement dessinés, avec des carrelages et des objets totalement étranges. Donc, le problème, pour exposer dans un endroit qui est déjà aussi habité, enfin, l'invention du white cube, ça vient de cela, c'est-à-dire c'est l'idée de faire abstraction de l'espace pour que l'œuvre prenne le dessus. Là, Massimo De Carlo, qui a eu des white cubes aussi avant, a exploité un espace qui a un tel caractère que tout ce qu'on y ajoute, d'une certaine manière, c'est quelque chose de trop. Mais, dans un autre sens,
c'est assez agréable de faire quelque chose de trop. Et je pense que les œuvres d'art ont ce statut de ne pas avoir une utilité directe, mais parce qu'ils n'ont pas cette utilité directe, ils offrent une plateforme de réflexion, de jeu, de compréhension du monde, et même peut-être de débat au niveau des essentiels en général. Et de nouveau, parce qu'on peut s'en passer. Je veux dire, la nourriture, les médicaments, voire les moyens de communication, on ne s'en passe pas tellement. Pas d'art, ce serait tout à fait possible. Mais à part cette rare exception des Hawaïens, puis une autre île de Polynésie où il n'y a, semble-t-il, pas du tout d'art, on n'y échappe pas, il y en a tout le temps. On ne s'en débarrassera jamais. Et je ne dis pas que je cherche à m'en débarrasser. Bon, c'est vrai que j'ai une connexion avec les gens de Fluxus, donc, que je n'ai pas créé, c'est des artistes qui existaient avant moi, mais qui sont dans le fond des néo-dadaïstes. Et dans le fond, si on pense aux dadaïstes, il y avait cette idée il y a plusieurs dadaïsmes d'ailleurs. Les dadaïstes allemands étaient très politiques. Le dada, qu'on pense être le début du dadaïsme, profite de la guerre à Zurich et permet de se lancer dans des entreprises qui n'ont pas de nécessité aucune, ce qui est une des définitions apparemment de l'art justement. C'est pour ça que les Suisses ont tendance à penser qu'ils ont inventé Dada, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin bon. Je pense que j'ai I have a soft spot. J'ai une tendance à accepter cette idée que l'art est inutile et donc il faut le faire. Alors, si l'art est inutile, qu'est-ce que l'art pour vous, John Arnleder? C'est à peu près la même chose que pour tout le monde, à mon avis. C'est-à-dire qu'on n'en a aucune idée. Et je pense que c'est possible que beaucoup d'artistes s'intéressent à l'art pour essayer de savoir de quoi il s'agit, en fait. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que l'utilité immédiate est tout à fait virtuelle de l'œuvre d'art. Néanmoins, on peut avoir un besoin réel de produire quelque chose, de le transmettre, et que les gens l'utilisent à leur propre fin. Et de nouveau, pour revenir à cette idée que c'est l'utilisateur qui devient le vrai créateur, je pense que cet utilisateur qui devient le vrai créateur n'existerait pas sans le fournisseur. Donc on devrait être des humbles fournisseurs, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas si humbles que ça, même dans mon milieu. Et il y a aussi la question du marché de l'art. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça a toujours existé sous une forme ou une autre. Hein. On sait bien que les artistes avant couraient après les princes pour avoir la chance de pouvoir survivre. Dans le fond, c'est pas très différent aujourd'hui. Mais aussi, il y a des choses... Moi, j'ai jamais eu d'ambition d'être un artiste important, ce que je pense que je ne suis pas d'ailleurs, et de vivre de mon travail. Ce qui s'est passé, alors là, ça devient des histoires personnelles, c'est peut-être pas si intéressant, mais ma famille avait des moyens, pas ceux que les gens pensaient, mais ils avaient des moyens qui m'ont permis d'être artiste tout jeune, et j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là, au début de ma vie, en fait, jusqu'à ce que j'ai eu 20 et quelques années, j'ai pu faire ce que je voulais sans avoir d'obligation autre que faire ce que je voulais. Ce qui est très très bizarre, c'est que quand toutes les affaires de ma famille se sont effondrées, c'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à vivre de mon propre travail. C'est-à-dire qu'ils ont acheté mes tableaux et que ça m'a permis d'exister. Mais ça, c'est des anecdotes, je veux dire, je ne pense pas que c'est significatif. Par contre, ce que je pense que ça m'a fait comprendre tout de suite, c'est que si je faisais quelque chose et que j'avais la chance de le faire, je pouvais le partager aussi. Et que je pouvais pousser d'autres gens à pouvoir faire des choses avec moi, ou que je pouvais présenter des choses de jeunes artistes qui n'étaient pas forcément présents. Et de ce fait-là, ils allaient partager un peu les chances que j'ai eues. Donc je pense que
au début de ce que j'ai commencé à faire, j'ai toujours dû penser, et ça retourne vers l'histoire de l'équipe d'Aviron, on ne fait pas une chose seule, ce qu'on fait, c'est ce que l'on partage. Partage et transmission aussi? Ben, ça revient au même, ça je pense que oui. C'est compliqué la transmission parce que, pour prendre un autre exemple, j'ai enseigné dans 2 écoles, l'ECAL à Lausanne, puis l'Académie de Braunschweig, Brunswick en fait, donc au nord de l'Allemagne, à côté d'Hanovre. Surtout là, c'était des académies classiques allemandes où on choisit 3 ou 4 artistes comme étudiants. Moi, j'ai suivi un peu la version de Joseph Beuys, que n'importe qui voulait venir dans ma classe pouvait venir. J'étais dans une classe qui était une classe d'un professeur qui était décédé, il n'y avait plus que 3 étudiants. 2 ans après que je sois là, il y avait plus de 60 étudiants parce que j'acceptais absolument tout le monde. Tout le monde disait « Oh non, non, vous avez des Coréens, une fois que vous avez un Coréen, vous allez les avoir tous, etc. » Je dis « Ben, et alors ?» Et effectivement, j'avais une classe qui était énorme. Et qu'est-ce que je me suis dit? C'est que, qu'est-ce que je peux leur enseigner? Je ne sais pas plus de choses qu'eux, en fait. Mais par contre, je peux leur proposer d'essayer d'activer ce qu'ils connaissent. Et donc, je leur ai proposé de faire des expositions avec des autres artistes. Et comme ils venaient un peu de partout dans le monde, je leur disais, ben, si vous connaissez quelqu'un chez vous qui a un espace ou quelque chose, ben, on essaie de l'utiliser et on invite des artistes à leur proposer des projets qu'on réalise. Donc, on a fait plusieurs expositions en Corée, au Japon, en Chine, à New York et ailleurs. Généralement avec des œuvres, pas des étudiants, mais avec des œuvres de différents artistes qui avaient envoyé des scripts, des propositions pour qu'eux les réalisent. Et je pense qu'ils ont appris plus de choses de cette manière-là que si j'étais dans la... Ben, prenons le truc à l'envers. Quand j'étais tout jeune, j'étais un très très mauvais étudiant au Collège de Genève. Mais vraiment mauvais. Hein. Et à un moment donné, comme j'avais redoublé tellement de classes que je ne pouvais plus en redoubler. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, sinon mes parents vont vraiment être fâchés. Et il y avait une vieille école d'art à Genève, qui était l'école des Beaux-Arts. Je me suis dit, ben, je vais rentrer dans cette école si les gens sont d'accord. Si mes parents sont d'accord. Ils disent, ouais, ben, tant qu'à faire, il faut bien que... Alors je fais mon examen pour rentrer dans cette école. C'était une autre époque qui est assez intéressante aussi. On faisait un examen d'entrée pour entrer dans une classe préparatoire. Il n'y avait que des filles qui se sont présentées. Tout le monde est rentré en préparatoire et moi je suis allé directement en première année parce que j'étais un garçon. Donc c'était quand même louche. Et c'était donc l'ancienne école des Beaux-Arts qui n'est plus du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Puis je rentre dans cette école, je me dis, mais dans une école, on apprenait, vous savez, on faisait du dessin d'académie avec une dame qui posait pendant... Et ces trucs-là. J'ai dit aussi, on faisait une chose, on allait dans les musées et on copiait des tableaux. Alors je dis, mais j'aimerais bien faire ça. Puis là, ben non, ça se fait plus. Alors je suis allé tout seul avec mon trépied dans le musée d'art et d'histoire qui était juste à côté. J'ai essayé de copier des tableaux. Ce que ma mère a sans doute fait au Louvre quand elle était à l'école du Louvre. Donc je pense que j'ai plus appris de cette manière-là que ce qu'on m'apprenait vraiment dans l'école elle-même. Maintenant, ceci dit, je suis resté officiellement une année. À mon avis, 6 mois, c'est encore beaucoup. Donc, j'ai juste profité de ça pour changer, en fait, le système de pilotage de mon existence à ce moment-là. Donc, c'était plus réactif que ce que j'ai appris techniquement dans cette école. Après, effectivement, qui aurait pu se douter qu'un jour je deviendrais professeur dans une académie? Où je pense que j'ai pas enseigné grand-chose. Et vous avez appris justement de cette expérience avec ces jeunes? Oui, bien sûr, parce que c'est un peu ce que j'ai fait avec mes amis de l'Aviron en faisant faire des expositions avec... Justement, bon, aujourd'hui, on a la peine à penser qu'on a 15 ans, on fait de l'Aviron et on demande à Andy Warhol de faire une exposition. C'était une chose possible à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas impossible non plus, hein, je veux dire.
Mais j'ai eu de la chance d'avoir eu le désir de faire ça. Dieu sait pourquoi. Et je pense que si je suis là à radoter un peu, c'est grâce à tout ça. Alors, avant de passer la parole au public, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions, votre vie, au fond, c'est un roman. Mais c'est le cas de tout le monde, non? Mais la vôtre est particulière. Parce que je suis assis devant vous et je dois raconter des choses, retourner les trucs. Je pense que tout le monde a une histoire. Tout le monde, si on se lance dans la narration de son existence, ce sera le cas pour tout le monde. Le problème, c'est l'attention, c'est-à-dire qu'on écoute assez peu les gens. Alors l'artiste a l'avantage d'être mis dans un fauteuil qui est considéré comme une personne particulière. Moi, je sais que j'ai rien de particulier. Je ne crois pas aux singularités. Bien sûr, les gens diront John Armleder, c'est l'artiste qui fait ses peintures, qui a les cheveux longs, je ne sais pas quoi. Etc. Mais en fait, je suis une personne comme une autre. Et ça, je le sais parfaitement bien, en fait. Alors, vous êtes une personne comme une autre, vous êtes une personne exceptionnelle comme une autre. Est-ce que vous avez fait des expositions, vous avez fait au fond de votre vie une œuvre, avec des œuvres? Quels sont vos désirs au fond aujourd'hui? Quel est votre rêve, John Armleder, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'ayez pas fait encore? Je n'ai jamais pensé comme ça, en fait. Je pense que demain, qui est un autre jour, est un jour qu'on ne connaît pas. Donc ce sera exactement ça qu'on va faire. Et en plus de ça, alors de nouveau, c'est des histoires personnelles, c'est pas trop important, mais il y a 13 ans, on me donnait aucune chance de vivre. Ça dure depuis 13 ans. Aujourd'hui, sincèrement, à part pour les autres, hein, parce que le problème c'est les autres, mais c'est pour mon fils, pour l'ami avec qui je vivais à l'époque, etc., c'est terrible de vivre tout ça. Mais pour soi, c'est une conclusion, c'est tout à fait bien. J'ai eu un rêve l'autre jour, je suis le fier parrain d'une jeune fille qui a maintenant 6 ans et demi, mais je pense qu'elle avait quelques années plus dans ce rêve. Et moi, j'étais sur un lit et j'allais mourir. Et puis il me dit, oui, mais qu'est-ce que c'est la mort? Puis je dis, ben, écoute, la mort, c'est très simple. Et je ne sais pas pourquoi je savais, mais je dis, essaye de penser comment c'était avant que tu vives. Et bien, après que tu vives, ce sera la même chose. Et je pense que oui. Vous pensez que c'est vrai, mais vous avez encore envie de faire des choses. Ah ben, tant qu'on traîne par là... Alors, tant que vous traînez par là, dites-nous, qu'est-ce que vous auriez encore envie de faire, en traînant, disons? C'est difficile parce que je n'ai jamais eu un plan précis de choses que je voulais faire. Les choses se sont enchaînées totalement naturellement et je pense que ça continue à être comme ça. Après, il y a ce qu'on ne peut plus faire, par exemple. Physiquement, il y a un certain nombre de choses que pratiquement je ne peux plus faire, donc je dois le faire avec d'autres. Peut-être je le faisais aussi avec d'autres avant, mais pour d'autres raisons, en fait. Donc, je ne peux plus tendre des châssis, je ne peux plus grimper sur des échelles et des choses comme ça. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose où il faut grimper sur une échelle, je trouve quelqu'un qui va grimper sur l'échelle. Et je travaille énormément avec d'autres artistes, en fait. J'ai presque toujours une personne qui travaille vraiment directement avec moi, puis d'autres pour d'autres projets. Ça a un très gros avantage, c'est que à un moment donné, celui qui travaille avec vous prend des initiatives qui ne sont pas les vôtres. Et ça agrandit la plateforme, en quelque sorte. C'est-à-dire les limites de qui je suis, de ce que je voudrais éventuellement faire, sont complètement dépassées par le fait que ça devient un effort qui est collectif. C'est aussi le fait que les gens qui regardent, pour reprendre l'idée que le regardeur est le créateur, à partir du moment donné où un certain nombre de personnes utilisent votre travail pour en faire un discours, un projet, une théorie, ce travail devient quelque chose d'autre. Et je ne crois pas à la légitimité, dans l'art en tout cas pas.
Et de ce fait-là, celui qui va dire que John Armleder, les poids, c'est je ne sais pas quoi, il n'a pas tort, même si j'ai jamais pensé ça, et même si à l'extrême je pense autrement. L'important, c'est qu'on puisse penser de différentes façons. Le danger là-dedans, c'est le discours politique, c'est-à-dire que les gens vous utilisent pour quelque chose d'autre et qui soit quelque chose qui est contraire à ma philosophie politique en général. Et ça, c'est un danger parce que c'est arrivé. De nouveau, si on remonte à la guerre mondiale, vous voyez très très bien les gens qui éliminent un certain nombre d'œuvres produites par un certain nombre de personnes pour les remplacer par d'autres œuvres. Et ça devient des... C'est pas de l'art propagandiste, mais il y a une propagande derrière qui le soutient. Et ça, je pense qu'il faut prendre garde. Vous vous êtes senti utilisé, vous avez senti qu'on utilisait vos œuvres, ou certaines de vos œuvres peut-être? Non, pas comme ce dont je parle. Non, certainement, je sais qu'il y a des gens qui utilisent mes propositions pour leur discours à eux, qui n'est pas le discours que je tiens moi. Mais pas dans le sens politique dont je parle, pas dans le sens propagandiste, etc. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de toutes les catastrophes. Alors, beaucoup de gens ont écrit sur vous, sur votre œuvre. Vous êtes un conteur aussi, pas seulement un peintre et un artiste, mais ce soir on est là, on vous écoute, vous racontez des choses très intéressantes. Est-ce que vous avez eu envie, ou est-ce que vous auriez envie, au fond, d'écrire vos mémoires? Alors, mémoires, je ne sais pas, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup écrit, sous mon nom et sous les pseudonymes. L'avantage des pseudonymes, c'est qu'on peut dire le contraire de ce qu'on pense. Et j'adore utiliser ça. J'ai fait beaucoup de conversations qui vont être éditées un jour, sans doute par le Mamco à Genève, où je parle, moi, avec des correspondants qui sont fictifs, qui me contredisent. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on peut penser d'une manière, pour prendre une formule toute faite, penser le tout et son contraire en permanence. Et si on ne fait pas cela, on perd une certaine flexibilité intellectuelle. Je suis quand même paresseux, mais disons que j'aime assez que quand j'affirme quelque chose, je puisse affirmer exactement le contraire quelques minutes plus tard. Donc vous êtes un paresseux actif qui aime se contredire, si je comprends bien? Sans doute, oui, sans doute. Le paresseux est quand même un animal mignon comme tout. Hein. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques questions du public, John Armleder? Oui, mais on leur rend tout de suite. Bonsoir, je voulais vous demander, à part Giotto, l'Aviron et John Cage, quelles ont été vos principales influences? Comme d'autres artistes ou quelque chose comme ça, vous voulez dire? Oui. Par exemple, c'est difficile à dire. En fait, j'ai fait en 84, sauf erreur, ou en 82, non en 84, une exposition qui s'appelle Peinture abstraite. J'ai vécu toute une période où on voulait sortir de l'art objectuel, c'est-à-dire un objet qu'on pouvait transporter ou éventuellement vendre d'ailleurs. Donc c'était le land art, l'art conceptuel et toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment ma génération en quelque sorte. Puis tout à coup, les gens se sont de nouveau beaucoup intéressés à la peinture. C'était la peinture sauvage, la peinture néo-expressionniste. Et quand ça s'est sorti, je me suis dit, oui, c'est juste qu'on doit regarder les tableaux comme on les regardait. Enfin, on les regardait d'ailleurs quand même en même temps, mais enfin c'était parallèle. Et j'ai fait une exposition qui s'appelait Peinture abstraite, qui est une exposition qui était vraiment que de tableaux abstraits, dans l'ancienne galerie Écart, qui a rouvert pour ça en fait, et qui commençait d'ailleurs avec une artiste, je crois, qui est dans l'exposition ici, qui est de Verena Lovensberg, qui était la plus âgée dans mon exposition, et ça allait jusqu'à des jeunes artistes qui faisaient la peinture. C'était que des peintures abstraites,
de Verana Levensberg et Mangold, mais aussi Reimann, Lucio Fontana, mais aussi des jeunes artistes qui faisaient de la peinture abstraite. Ça m'a vraiment intéressé parce que ça a mis sur la discussion que ce retour à la peinture ne devait pas être unidirectionnel. Ça m'a coûté des amitiés, parce que j'étais très ami avec tous ces gens qui peignaient des hommes nus sous la douche, mais quand j'ai commencé à montrer ces autres choses, on est venu avec un mot qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui était utilisé beaucoup, qui s'appelait néo-géo, et ça a créé une espèce de mode qu'ils ont cru que je lançais de manière confrontationnelle contre les gens qui peignaient d'autres choses. Il y a un autre néo-géo aux États-Unis, le hasard a voulu que j'expose avec des groupes et en Europe et aux États-Unis, c'est Peter Halley, mais aussi des gens qui montrent des choses comme des objets, comme Jeff Koons. Et en Europe, c'était tout à fait des autres personnes. Enfin bref, ça m'a intéressé parce que ça a créé une discussion, mais dans le fond assez vaine. L'avantage de cette époque, c'est la naissance, dans le fond, de ce qu'on appelle le postmoderne dans l'art. Dans l'architecture, c'est un peu autre chose, mais dans l'art, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de mouvement, qu'il n'y avait plus une chose qui dominait l'autre, plus une mode qui était la façon juste de faire. Et c'est la postmodernité qu'on retrouve un peu peut-être dans la littérature, mais certainement dans l'art, a l'avantage de s'affranchir, dans le fond, de la mode dans le sens de la façon juste de faire dans le temps. Et on voit bien aujourd'hui, si vous regardez dans une grande exposition, tout le monde fait un peu tout. Et il n'y a pas une ligne qui domine. Qui avant était vraiment un miroir du système de la mode, du système de la mode des habits, mais aussi intellectuellement. C'est un truc de Roland Barthes, hein, même bon. Mais je pense vraiment qu'on est arrivé à une forme de libéralisme qui est profitable, mais qui est extrêmement difficile à gérer, parce que si on peut... Si vous faites une ratatouille, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est une aubergine, qu'est-ce qui est une courgette. Hein. C'est un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, mais la ratatouille est quelque chose de bon. Vous avez parlé du fait que votre art peut être reçu de différentes manières, qu'on a tous une vision de l'art ou de votre art, et aussi que ça peut être utilisé politiquement. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure où votre art a été utilisé politiquement ou que des gens ont reçu votre art d'une manière qui était totalement imprévue? Alors, je pense que de nouveau, chacun reçoit mon art, si c'est ce qu'il faut l'appeler, de manière imprévue ou secrète, et donc je ne peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. On ne m'a pas utilisé comme un fanion pour défendre des valeurs qui ne sont pas les miennes. Ça peut arriver, hein, ou peut-être ça arrivé sans que je le sache, mais je ne crois pas. Ceci dit, pour reprendre un autre schéma, les gens disent souvent, oui, mais l'art, c'est que du commerce, c'est que des gens... Et parfois, ils me prennent en exemple en disant, oui, mais un jeune artiste, fils d'hôtelier, qui ne sait rien du tout et qui est en train de vendre des tableaux pour des centaines de milliers de francs. Alors, il y a des gens qui ont ce discours-là, qu'on va retrouver sous 1000 formes, dans 1000 sujets, en fait. Hein. Donc ça m'arrive aussi, et je ne cherche pas du tout à contrer ce genre de conversation, parce qu'elle me concerne, à vrai dire, pas vraiment. Et si c'est pas à moi que ça arrive à un autre, en fait. Donc c'est d'une certaine manière un faux problème. Mais c'est vrai que je connais des artistes qui ont, ou si on regarde dans l'histoire de l'art, il y a des artistes où on a repris leur travail comme flagship de pensée qui n'est pas les leurs. Hein. Ça peut arriver. Dans mon cas, c'est un peu plus compliqué parce que il y a un peu cette tendance du tout et son contraire, donc on ne peut pas tellement
en faire un fanion, en fait, en quelque sorte. Très bien. Lorsque vous parlez de valeurs, lorsque cette jeune personne vous disait, est-ce que vous avez eu l'impression que voilà, votre art a été soit utilisé ou pas compris comme vous le souhaitiez par rapport à vos valeurs, est-ce que vous pouvez nous les définir, vos valeurs, aujourd'hui? Non, en tout cas pas, je ne chercherai pas à le faire, parce que, de nouveau, je pense que mes valeurs ont assez peu d'intérêt. Je pense qu'au niveau de mon comportement en tant que personne, l'histoire que je suis un pacifiste engagé et tout ça, oui. Mais au niveau des œuvres, je pense que mes œuvres n'ont aucun message. D'ailleurs, ils ne veulent rien dire, à mon avis. Et je peux le reprendre d'une autre manière. Pendant des années, je ne mettais pas de titre à mes travaux, pour cette bonne raison-là, parce que il n'y avait pas de raison de définir le travail comme étant... Bon, si c'est une courgette, on l'appelle courgette, c'est assez simple. Mais si on fait une description du tableau plus compliquée, c'est ennuyeux. Le problème, c'est que sans arrêt, on me demandait « Ah, mais où est votre tableau sans titre de 1922 ?» Ah non, 22, c'est pas moi. Mais 1984. Et j'ai dit, mais ils sont tous sans titre. Alors je me dis, là, il y a un problème. Alors, résultat, j'ai commencé à donner les titres. Mais les titres, ils sont choisis absolument au hasard. C'est-à-dire, c'est la dernière ligne d'un livre que j'ai lu, ou c'est un truc qui était en face de moi. Donc, les titres ne sont absolument pas une définition du tableau. Ce qui est compliqué quand même, parce qu'effectivement, après, les gens, quand ils lisent le titre, ils vont voir l'œuvre autrement. Et c'est ce qu'on fait toujours, d'ailleurs. Mais rappelez-vous quand même que le fait de donner des titres au tableau, c'est quelque chose de très très récent. Avant, il n'y avait jamais de titre. Bon, c'était le portrait d'une personne connue, ça, il n'y avait pas besoin de titre. C'était un tableau religieux, c'était un épisode de la Bible. Là, je parle de l'art occidental. Mais généralement, il n'y avait jamais de titre. Il y avait des tableaux qui étaient utilitaires, c'est-à-dire les portraits, ou des objets de décoration. D'ailleurs, en fait, dans l'art occidental, de nouveau, le tableau qu'on connaît, qu'on déplace, c'est très moderne. Avant, au début, c'était toujours intégré à l'architecture. D'ailleurs, les premiers tableaux, enfin une grande partie des premiers tableaux occidentaux, c'est de la marqueterie, en fait. C'est des objets, c'est du bois qui est mis les uns avec les autres, puis ça fait une décoration. C'est seulement à partir du moment donné où les gens ont commencé peut-être à déménager leur château, qu'ils ont commencé à penser qu'il fallait qu'on puisse transporter les œuvres, et c'est la naissance du tableau, comme on le connaît, nous. Mais le tableau, la toile tendue sur châssis, c'est relativement moderne. Enfin, il y a des historiens un peu plus qualifiés que moi qui pourraient le dire, mais à mon avis, c'est un truc vraiment réparti systématiquement, un problème du 19e, en fait. Avant, on ne faisait pas comme ça. Merci, John Armleder. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. En fait, Merci beaucoup. Merci. et ça, c'est un petit souvenir de Swiss Culture avec votre nom gravé. Oh là là. Ah ben voilà. Bonne soirée.